Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés en temps et en heure. On va attendre quelques secondes, le temps que vous puissiez toutes et tous vous connecter. En tout cas, je tenais à vous souhaiter la bienvenue pour le webinaire de ce soir. Bienvenue, donc je suis Mehdi Aïtlassen, le responsable des affaires scientifiques pour Colgate en France, et je suis ravi de vous accueillir donc, pour le webinaire de ce soir qui va porter sur les antibiotiques en parodontologie clinique, un sujet brûlant d'actualité, un webinaire qui n'aurait pas pu être organisé sans le partenariat que nous avons avec la SFPIO, et je tiens à cette occasion à remercier chaleureusement la présidente scientifique de la SFPIO, le professeur Marjolaine Gosset, qui a été à l'initiative de ce sujet et de ce projet-là, et puis également un webinaire qui n'aurait pu se faire sans le partenariat avec le CNEP, le Collège national des enseignants en parodontologie, et je tiens aussi à remercier très chaleureusement le professeur Olivier Luc, qui a lui aussi été à l'initiative de ce webinaire. Alors, le webinaire de ce soir, il va porter sur les antibiotiques en parodontologie clinique avec deux experts du sujet, le docteur Kevin Biagossa et le docteur Christelle Dardot. Sachez que c'est un webinaire interactif, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a une barre de dialogue prévue à cet effet. Il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire d'une dizaine de minutes où les conférenciers de ce soir pourront répondre à toutes vos questions. Donc je vais sans plus attendre leur laisser la parole et je tiens à les remercier également de nous avoir fait l'honneur d'être conférenciers ce soir. Voilà, je vous laisse la parole et puis je vous souhaite à toutes et à tous derrière votre écran une excellente session. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous avez un visuel sur mon écran. Je vais passer en mode plein écran pour que ce soit un peu plus confortable. Alors, je tiens à commencer en remerciant Colgate pour l'organisation de ce webinaire et en remerciant la Société française de parodontologie et implantologie orale et le Collège des enseignants de parodontologie pour l'invitation qu'ils me font et qu'ils nous font, à Bernot et moi, de traiter ce sujet pour cette première session de webinaire conjoint organisée conjointement par la SFPI et le CNEP. Alors, je remercie aussi Christelle, avec qui nous avons travaillé à l'élaboration de ce webinaire, et j'espère que vous y trouverez quelques éléments de réponse pour alimenter votre pratique quotidienne. Alors, les antibiotiques, puisque c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, font partie de notre quotidien en tant que chirurgien dentiste, ne serait-ce que dans des contextes précis, par exemple le contexte de l'urgence. Et pourtant, leur utilisation, leur pertinence pose encore de nombreuses questions. Des questions en particulier que nous allons traiter aujourd'hui, qui sont celles de leur utilisation pour le traitement des maladies parodontales, des parodontites en particulier. Mais avant d'aborder précisément cette question, je souhaiterais resituer un petit peu notre prescription en tant que chirurgien dentiste dans le contexte global de la prescription, notamment en ambulatoire, c'est-à-dire pour des soins ne nécessitant pas d'hospitalisation, avec trois chiffres. Le premier, 10. 10%, c'est le volume d'antibiotiques que l'on attribue en termes de prescription aux chirurgiens dentistes, encore une fois, si l'on considère les prescriptions qui se font en dehors des soins nécessitant des hospitalisations. Et c'est un volume important quand on le rapporte au nombre de chirurgiens dentistes que nous sommes. Et ce volume significatif s'explique très probablement par le deuxième chiffre, 1. Premier rang des prescripteurs en termes de fréquence. Ce sont les données d'une enquête toute récente réalisée aux États-Unis, en particulier chez des patients de 65 ans et plus, qui nous classe comme de très grands prescripteurs en termes de fréquence, les plus fréquents, les prescripteurs les plus fréquents en réalité. Et de ce fait, nous ne pouvons pas ne pas être concernés par le troisième chiffre, 1 sur 2, c'est le ratio de prescriptions antibiotiques qui sont soit inutiles ou inappropriées, c'est-à-dire soit des prescriptions qui n'ont pas été faites de la façon optimale, c'est-à-dire pas la bonne molécule, pas la bonne durée, ou encore des prescriptions carrément dans des situations où les antibiotiques n'étaient pas utiles. Et donc,
clairement, cette problématique de la prescription antibiotique est une problématique qui nous concerne en tant que chirurgien dentiste. Pourquoi prescrivons-nous des antibiotiques pour le traitement des parodontites? Tout d'abord parce que la parodontite, évidemment, est une pathologie d'origine infectieuse et parce que nous avons un certain nombre d'arguments qui nous viennent de différentes études qui montrent que ces antibiotiques, lorsqu'ils sont administrés par voie systémique, typiquement le comprimé administré par voie orale, vont pouvoir diffuser dans l'organisme et diffuser dans différents tissus, en particulier au niveau de la cavité buccale, où ces antibiotiques vont permettre une diminution significative, drastique et rapide du nombre de bactéries, de ce qu'on appelle la charge bactérienne, donc du nombre total de bactéries, et en particulier de bactéries qui sont tout à fait intéressantes pour nous et que nous cherchons à éliminer, à éradiquer, ou en tout cas à fortement réduire dans le cadre du traitement parodontal, par exemple Porphyromonas gingivalis. Et donc cet effet, qui est avant tout un effet microbiologique, s'accompagne, et c'est le but recherché, d'une amélioration des symptômes cliniques de la maladie. Par ailleurs, il faut quand même considérer, puisqu'il s'agit ici d'une balance entre le bénéfice et le risque, il faut quand même considérer que dans un très grand nombre de cas, dans une majorité de situations, nous sommes capables d'avoir cet effet clinique d'amélioration des symptômes de la maladie sans antibiotiques. Et par ailleurs, il faut considérer aussi que un certain nombre de nos patients, voire la majorité, ont généralement une observance plutôt limitée à la prescription de médicaments. Rien ne garantit qu'ils vont observer, qu'ils vont respecter la prescription qui a été faite, notamment pour la parodontite, qui est une pathologie souvent non douloureuse ou peu douloureuse, surtout si ces antibiotiques leur entraînent des effets secondaires, ce qui est souvent le cas. Et donc, ce faisant, avec une prescription qui est peut-être non pertinente ou qui est mal observée, on va favoriser l'émergence, le développement de bactéries qui sont de moins en moins susceptibles aux antibiotiques. Et cette problématique nous concerne aussi en parodontologie, puisque récemment, des collègues allemands ont mis en évidence que dans une population de plusieurs milliers de patients allemands qui suivent depuis plusieurs années, plus de 60% des patients présentaient une bactérie parodontale ou parodontopathogène qui était non susceptible à au moins un antibiotique. Cette problématique donc de l'antimicrobiorésistance n'est pas simplement limitée à des spécialités médicales comme des urologues qui s'intéressent aux différentes infections, cystites, etc. Non, nous avons nous aussi une responsabilité, nous avons aussi une problématique à traiter puisqu'il existe des bactéries peu susceptibles aux antibiotiques dans les poches parodontales. Et cette question est d'autant plus importante pour nous, praticiens français, puisque la France est, depuis plusieurs années maintenant, un des pays les plus importants consommateurs d'antibiotiques en Europe, au 4e rang, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, environ la moitié des antibiothérapies qui sont réalisées sont considérées inappropriées ou inutiles. Et par ailleurs, c'est du concret lorsque l'on considère que cette problématique de l'antimicrobiorésistance ne se traduit pas simplement dans des campagnes de sensibilisation ou dans des chiffres, mais véritablement en des cas d'infection grave et de décès, dont certaines prédictions, certaines études, certaines projections, pardon, envisagent que ces infections liées à l'antimicrobiorésistance puissent devenir de plus en plus fréquentes dans les années qui viennent, ce qui justifie un certain nombre de campagnes de sensibilisation dont vous avez forcément été, on va dire, témoin, que ce soit les antibiotiques ne sont pas automatiques il y a quelques années ou encore aujourd'hui, les antibiotiques sont précieux, utilisons-les mieux. Alors, je vous propose d'aborder maintenant les antibiotiques pour le traitement parodontal non chirurgical. Et dans la deuxième partie de cet échange, de cette soirée, il sera abordé les antibiotiques pour des traitements plutôt chirurgicaux. Avant, j'aimerais vous proposer un petit test de positionnement, si je puis dire, par rapport à cette situation clinique d'un patient de 45 ans qui ne présente pas de pathologie générale ni d'allergie. Ce patient est un ancien fumeur, il a arrêté de fumer depuis plus de 10 ans. Et je vous propose un certain nombre d'éléments que l'examen clinique peut nous permettre de relever, notamment le contrôle de plaque, le score de plaque de ce patient, qui est de 30% pour son score de plaque bouche complète, un score de saignement au sondage de 43%, quelques sites de suppuration, la présence de poches nombreuses et de poches profondes également, des poches profondes qui atteignent plus de 20% du nombre de sites sondés. Vous avez là quelques éléments d'ordre radiologique qui vous permettent d'apprécier
la sévérité des destructions chez ce patient, notamment au niveau de quelques dents comme secteur prémolaire en haut à gauche ou encore incisive mandibulaire. Et donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de vous positionner par rapport à la prise en charge de ce patient en considérant que ce patient n'a encore jamais été traité pour une parodontite et que vous allez mener chez lui un traitement étiologique. Et donc, déterminer si vous souhaitez, si vous considérez qu'il est justifié chez ce patient de prescrire des antibiotiques, lesquels, ou alors de ne pas prescrire du tout. Alors, on aura l'occasion sans doute de discuter tout à l'heure des différentes réponses à ce sondage. Je pense qu'on va pouvoir avancer un petit peu dans la présentation et nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, simplement, j'aimerais rappeler pour commencer les objectifs du traitement parodontal, parce que si l'on ne clarifie pas les objectifs que nous poursuivons dans le traitement parodontal, on a du mal à comprendre en quoi est-ce que des antibiotiques pourraient être ou ne pas être pertinents. Les objectifs du traitement parodontal, c'est de contrôler l'infection, de résoudre l'inflammation. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Concrètement, ça veut dire diminuer le nombre de poches, voire si possible éradiquer les poches parodontales, avec une réduction également de la profondeur de ces poches, et ce faisant, gagner également de la tâche clinique. Et parallèlement, résoudre l'inflammation, c'est également diminuer le score de saignement au sondage. J'ai la petite fenêtre de sondage là, qui s'affiche. Je vois déjà un petit peu le positionnement de chacun. On en reparlera. Alors, la question, c'est qu'est-ce que les antibiotiques peuvent concrètement nous apporter de plus par rapport à ce que nous avons déjà, à ce que nous obtenons avec le traitement parodontal traditionnel. Si on regarde de façon un petit peu rapide les différentes synthèses de littérature, les revues systématiques dont nous disposons, a priori, on pourrait se dire que les antibiotiques ne nous apportent pas grand-chose en plus, parce que le gain supplémentaire moyen, par exemple, en réduction de profondeur de poche ou en termes de gain d'attache, sera très clairement en dessous de 0,5 mm, ce qui très concrètement est difficilement comment dire, significatif d'un point de vue clinique, même si cela peut l'être d'un point de vue statistique. Alors là, il y a une première clarification qui est importante à faire, c'est que la parodontite est une maladie de site. On peut avoir dans une même bouche, et on a dans une même bouche au quotidien, un certain nombre de sites pathologiques, donc un certain nombre de poches parodontales, mais chez le même patient, un certain nombre de sites qui ne sont pas des sites profonds, qui ne sont pas des poches parodontales. Et fondamentalement, si on cherche à évaluer l'effet que ce soit du traitement parodontal standard ou de tout adjuvant, y compris les antibiotiques, de façon globale, de façon moyenne, on risque d'avoir une vision assez imprécise de l'effet que cela peut avoir dans certains sites. Et très clairement, c'est ce que montre la littérature. Quand on reprend les mêmes valeurs, les mêmes études que tout à l'heure, qui estimaient l'effet moyen à moins de 0,5 mm, on se rend compte que si on distingue l'effet dans les sites profonds de l'effet dans les sites modérés, donc dans les poches profondes versus les poches modérées, l'effet est très clairement plus important et significatif, même d'un point de vue clinique, lorsque l'on s'intéresse aux poches modérées, puisqu'il est 2 fois plus important dans les poches profondes que dans les poches modérées. Cela nous donne déjà une première indication, c'est que les antibiotiques, si l'on décide de les prescrire, ce sera dans des situations où le patient présente des sites où les antibiotiques sont susceptibles d'apporter le meilleur bénéfice, c'est-à-dire des poches profondes. Alors, quels antibiotiques devrions-nous prescrire? Un très grand nombre d'antibiotiques ont été proposés, étudiés dans la littérature, que ce soit des molécules de type pénicilline, des macrolides, des tétracyclines, des nitroimidazolés ou beaucoup d'autres types. J'ai mis ici en gras les principales molécules qui sont recommandées par l'AFSAP, nos recommandations en France datent de 2011, dans le traitement parodontal. Il s'agit donc de la doxycycline, du métronidazole et de la combinaison amoxicilline-métronidazole. Très clairement, c'est la combinaison amoxicilline-métronidazole qui a été à ce jour la plus étudiée dans la littérature, vous le voyez, dans plus d'un tiers des cas, et c'est donc celle sur laquelle nous avons le plus de recul et le plus de preuves scientifiques pour justifier sa prescription. Derrière arrive le métronidazole et l'azithromycine, qui a été pas mal étudiée ces dernières années parce qu'on lui a prêté un certain nombre de propriétés au-delà de ses propriétés anti-infectieuses, notamment des propriétés de modulation de l'inflammation, mais c'est une molécule qui est assez peu prescrite en France. Donc très clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que les preuves dont nous disposons, les plus solides,
sont sur la combinaison amoxicilline-métronidazole. Et ces preuves vont dans le sens de dire que cette combinaison amoxicilline-métronidazole, quand on la compare aux autres possibilités de prescription d'antibiotiques, est clairement la plus efficace. Vous avez ici quelques résultats d'une synthèse de littérature très récente qui date de 2020, qui montre qu'en termes de pourcentage de poches fermées, parce que c'est quand même un critère intéressant pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de, on l'a rappelé, réduire les poches et donc de les fermer, c'est-à-dire d'obtenir des poches qui sont de 4 mm au maximum. Eh bien, la combinaison amoxicilline-métronidazole va être celle qui apporte les résultats les plus importants en termes de réduction du pourcentage de poches, que ce soit à 6 mois ou à 12 mois. Juste derrière, on trouve le métronidazole seul et toutes les autres combinaisons ensuite, qui sont ici en rouge, apportent un bénéfice mais qui n'apparaît pas significatif sur le plan statistique et donc foncièrement pas significatif non plus sur le plan clinique. C'est donc, encore une fois, la combinaison amoxicilline plus métronidazole qui sera la combinaison, on va dire, la plus éprouvée et la plus efficace dans le traitement des parodontites. Est-ce que l'effet que nous apportent ces antibiotiques est un effet pérenne ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un effet transitoire? Parce que la parodontie est une maladie chronique et que le résultat que nous souhaitons avoir, c'est un résultat durable. Alors, la même revue systématique nous apporte quelques éléments de réponse. Cette revue systématique a identifié 28 essais contrôlés randomisés, c'est-à-dire des études comparatives dans lesquelles on compare l'utilisation des antibiotiques comme adjuvant, donc en complément toujours de l'instrumentation mécanique, versus l'utilisation d'un placebo. Alors, ce que l'on voit déjà, c'est que la plupart des études dont nous disposons sont des études à court terme. Des études à 6 mois, il y en a une bonne quinzaine, des études à 9 mois, il y en a 2, et des études à 12 mois, on en a 8. Que ce soit à 6 mois ou à 12 mois, la tendance est la même. La tendance est que les antibiotiques nous permettent effectivement d'avoir un bénéfice supplémentaire par rapport à l'instrumentation mécanique seule. En revanche, lorsque l'on se positionne à long terme, les données sont beaucoup plus rares déjà, puisqu'il n'y a que 2 études qui ont été réalisées avec un recul de 24 mois. Sur ces 2 études, l'une d'entre elles ne donnait pas les éléments permettant d'évaluer la supériorité des antibiotiques et l'autre montrait un effet positif des antibiotiques, mais clairement, il n'y a pas assez d'études pour se prononcer à un terme aussi long. Et si on se projette encore au-delà, une seule étude a été réalisée à plus de 24 mois, elle a été réalisée avec un recul de 5 ans, et cette étude ne montre pas de différence à long terme entre le fait d'utiliser des antibiotiques en complément de l'instrumentation ou le fait de ne pas en utiliser. Donc, pour résumer, nous avons des données aujourd'hui qui justifient d'un bénéfice des antibiotiques, mais d'un bénéfice globalement à court, moyen terme, c'est-à-dire à 6-12 mois. Nous n'avons pas de recul suffisant pour défendre l'utilisation d'antibiotiques en termes de bénéfices sur une durée plus importante. Alors, la question peut-être la plus importante, en tout cas celle qui m'est souvent posée, c'est de sélectionner la bonne indication. Et voilà une situation clinique qui, je pense, pour la plupart d'entre vous, relève d'une bonne indication de prescription d'antibiotiques. Une jeune patiente de 15 ans qui présente, comme vous le voyez, une inflammation parodontale superficielle, mais également une destruction parodontale profonde, essentiellement localisée aux premières molaires maxillaires et mandibulaires. C'est ce que l'on aurait sans doute appelé il y a quelques années une parodontite agressive localisée, qu'aujourd'hui on appellerait une parodontite de stade 3 grade C avec une distribution molaire. Alors, ce genre de situation, si l'on se réfère à nos recommandations françaises, relève de l'utilisation d'antibiotiques comme adjuvant à la thérapeutique non chirurgicale en première intention. Aujourd'hui, nous n'avons plus tout à fait les mêmes repères de parodontite agressive. Alors, comment pouvons-nous décider? Faut-il se baser sur l'âge du patient? Faut-il se baser sur le type de la maladie, le type de parodontite, selon son grade, selon son étendue? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer aujourd'hui pour déterminer qu'il est pertinent ou pas pertinent d'envisager la prescription d'antibiotiques? Alors, il n'y a pas de réponse définitive à cette question, il y a juste des indications. Et je pense que l'une des indications les plus intéressantes vient de cette étude récemment réalisée par des collègues allemands. Je ne m'attarderai pas sur l'étude en elle-même, simplement pour vous dire que c'est une étude de qualité, puisqu'il s'agit d'une étude multicentrique réalisée dans plusieurs centres, 8 centres ont été inclus, que c'est une étude qui concerne un nombre de patients assez substantiel, plus de 300 patients,
Cette étude ne s'est intéressée qu'à la combinaison amoxicilline-métronidazole, mais nous avons dit que c'est celle qui est la plus étudiée, la plus pertinente et la plus efficace. Et donc, l'objectif était d'évaluer le bénéfice de l'utilisation des antibiotiques par rapport au fait d'utiliser un placebo, en complément toujours du traitement mécanique, sur l'évolution de la parodontite dans le temps, c'est-à-dire le nombre de sites qui vont présenter une progression de la parodontite dans le temps à un horizon de 2 ans, qui est quand même un horizon quand même moyen terme, on va dire. Et sans rentrer dans les détails des résultats chiffrés, ce que l'on observe très clairement, et c'est ce qui se voit sur cette figure et qui est entourée, c'est que la différence la plus nette, la plus franche, s'observe dans une catégorie de patients assez particulière, c'est-à-dire des patients qui sont les plus jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 55 ans, et les patients aussi qui ont un nombre le plus important de poches profondes au départ. Ce qui n'est pas surprenant, nous avions déjà dit tout à l'heure que le bénéfice des antibiotiques va être beaucoup plus important lorsque les poches sont profondes que quand les poches sont modérées. Et donc, en se basant sur cette étude et sur d'autres études, un consensus a pu être proposé en 2019 que j'ai résumé ici dans cet arbre décisionnel extrêmement simple pour donner des indications. Encore une fois, il ne s'agit pas de donner des critères stricts parce qu'il est extrêmement difficile et que le cas par cas reste valable, mais donner des indications sur les situations dans lesquelles les antibiotiques seraient les plus pertinents. Tout d'abord, chez les patients les plus jeunes, c'est-à-dire les patients qui ont moins de 55 ans. S'il s'agit de patients, on va dire, très jeunes, qui correspondent finalement à des parodontites assez sévères chez le patient jeune, donc plutôt de stade 3 et plutôt de grade C à évolution rapide, alors les antibiotiques sont envisageables. S'il s'agit de patients entre 36 et 55 ans, on va s'intéresser au nombre de poches profondes que l'on retrouve chez ces patients, puisqu'encore une fois, les antibiotiques sont particulièrement intéressants dans les sites profonds. Et on va pouvoir définir un seuil d'environ 35% si le patient présente plus de 35% ou au moins 35% de poches parodontales supérieures ou égales à 5 mm, les antibiotiques pourraient lui apporter un bénéfice important. Si ce n'est pas le cas, la prescription d'antibiotiques n'est pas pertinente en première intention. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces deux éléments, l'âge du patient évidemment, mais aussi les éléments du sondage, du charting, la proportion de poches profondes devront être relevés lors de l'examen pour nous donner des indications sur la pertinence ou pas de prescrire des antibiotiques. La dernière question à laquelle je voudrais répondre, c'est de savoir est-ce que les antibiotiques pourraient nous permettre d'éviter le recours à des traitements parodontaux plus complexes, par exemple des traitements parodontaux chirurgicaux. C'est un des arguments qui est parfois avancé pour justifier de la prescription d'antibiotiques, c'est d'éviter de cette façon d'aller vers des traitements plus complexes. Et pour cela, j'aimerais vous montrer ce cas d'une patiente jeune également, que j'ai traitée lorsqu'elle avait 14 ans et qui n'a pas de pathologie générale. Vous pouvez apprécier la sévérité de l'inflammation du parodonte superficiel, donc de la gencive chez cette patiente, avec un abcès parodontal au niveau mandibulaire dans le secteur à gauche. Vous appréciez également la sévérité des atteintes au niveau notamment des incisives et des molaires. Et puis, vous pouvez apprécier le résultat à plus de 5 ans de recul de traitement de cette patiente sans chirurgie pour un traitement qui a été réalisé sous la forme de traitement non chirurgical associé à la combinaison amoxicilline-métronidazole. Alors, c'est un résultat intéressant puisqu'on peut remarquer une nette amélioration en termes de réduction de l'inflammation et en termes de minéralisation, de comblement des défauts sans chirurgie, mais ce cas ne me permet pas de dire si le résultat qu'on observe est le résultat du traitement en lui-même, le résultat du traitement et des antibiotiques, ou simplement le reflet du potentiel biologique important de cette patiente, ou toute combinaison de ces différents éléments. Par contre, la littérature peut me permettre de répondre à cette question. Et en comparant des études dans lesquelles des patients ont reçu un traitement non chirurgical seul à des patients chez lesquels le traitement non chirurgical a été accompagné d'antibiotiques, eh bien, la littérature nous dit qu'à court terme, encore une fois, c'est un élément important, à court terme, on a plus de chances de fermer des poches, 3 à 4 fois plus de chances de fermer des poches lorsque l'on associe des antibiotiques à l'instrumentation mécanique que quand l'on réalise l'instrumentation mécanique seule. Cela veut dire donc que potentiellement, dans des situations bien précises, lorsque l'indication est bien posée, nous avons vu juste avant quelles pourraient être ces indications, eh bien, on est susceptible d'éviter de recourir à des traitements complexes chirurgicaux
en associant les antibiotiques à l'instrumentation mécanique. Donc, pour conclure sur ces différents éléments que je viens de partager avec vous, on peut dire qu'effectivement, les antibiotiques administrés par voie systémique, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas abordé, on pourra éventuellement, si vous le souhaitez, l'aborder dans la discussion, je n'ai pas abordé les antibiotiques locaux. Les antibiotiques systémiques améliorent le résultat clinique de l'instrumentation sous-gingivale, en particulier dans les poches profondes. Nous avons des arguments pour attester que ce bénéfice est significatif à court terme, à 6 mois, et qu'il se maintient à moyen terme à 12 mois. Nous n'avons pas assez d'éléments pour aller au-delà. En revanche, il est évident que nous ne pouvons pas nous permettre de façon routinière de proposer des antibiotiques dans le traitement parodontal à cause du risque trop important pour la santé publique, pour nos patients. Il est important de limiter au maximum leur utilisation et de bien cibler les situations dans lesquelles leur utilisation est la plus pertinente. Et les situations dans lesquelles leur utilisation est la plus pertinente pourraient être détectées en se basant, entre autres, sur l'âge du patient et sur la sévérité de la maladie, en l'occurrence le pourcentage de poches profondes pour guider notre décision. Et enfin, si l'on doit choisir de prescrire des antibiotiques pour le traitement parodontal et en particulier la phase non chirurgicale, c'est la combinaison amoxicilline-métronidazole qui est très clairement la référence à indiquer dans cette situation. Voilà ce que j'avais à partager avec vous et je laisse la parole à ma collègue Christelle Darnaud pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup, merci Kevimi. Bonsoir à toutes celles et ceux qui sont connectés avec nous. Après avoir tout compris grâce à la présentation de Kevimi Agossa sur le bénéfice de la prescription des antibiotiques au cours de la thérapeutique non chirurgicale, plaçons-nous maintenant lors de la phase de correction des secteurs qui sont encore atteints. Cette étape est indiquée après une étape de réévaluation qui intervient évidemment 6 à 8 semaines après la thérapeutique non chirurgicale précédemment énoncée par Dr Agossa. Cette phase de réévaluation va nous permettre de choisir, en fonction de la situation clinique que nous avons détectée, la chirurgie qui sera la plus adaptée et même de poser l'indication de la chirurgie, soit une chirurgie d'assainissement, soit une chirurgie de régénération, soit une chirurgie plastique. Donc là, on reste assez superficiel dans le détail, en fait, puisque ce n'est pas vraiment l'objet du webinaire de ce soir, mais c'est vraiment pour replacer l'aspect clinique, en fait, de la situation dans laquelle nous allons dérouler, en fait, le bénéfice des antibiotiques. Tout ça pour dire que les thérapeutiques chirurgicales ont aussi pour objectif, bien sûr, de réduire la profondeur de poche et d'améliorer aussi le niveau d'attache clinique en obtenant plutôt une réparation parodontale, ne nous leurrons pas malgré tout. Pour cela, évidemment, les chirurgies vont nous permettre d'avoir un accès direct, sous-gingival, aux lésions qui peuvent être vraiment anatomiquement complexes ou aux lésions interradiculaires qui le sont par nature. Les objectifs maintenant de la chirurgie plastique parodontale seront en objectif principal le recouvrement radiculaire complet, bien évidemment. Donc dans toutes ces chirurgies et dans toute cette phase chirurgicale, les antibiotiques vont-ils nous aider à atteindre nos objectifs parodontaux qui sont donc la réduction de la profondeur de poche et le gain d'attache clinique. Donc on va essayer de mettre tout en œuvre pour justement obtenir ces résultats et pour le bénéfice de nos patients. Pour répondre à cette question, nous sommes appuyés sur les recommandations françaises actuelles qui sont celles de l'AFSAPS en 2011, qui datent un petit peu mais qui sont en cours de réactualisation des connaissances. Et donc pour répondre tout de suite et garder ce sujet très, très clairement, historiquement, on a des études en fait, qui ont étudié justement le bénéfice des antibiotiques dans les chirurgies d'assainissement qui existent depuis très longtemps. Et ces études historiques nous montrent qu'en termes de réduction de la profondeur de poche au niveau de la population générale, il n'y a pas de bénéfice à prescrire des antibiotiques. De même que en termes de gain d'attache clinique dans la population générale, il n'est pas nécessaire, enfin il n'y a pas de bénéfice supplémentaire à prescrire des antibiotiques lors des phases de chirurgie d'assainissement pur. Concernant les fumeurs, les gros fumeurs, puisque cette étude portait spécifiquement sur des gros fumeurs à plus de 20 cigarettes par jour, eh bien l'AFSAPS aussi nous dit que non, il n'y a pas de bénéfice à prescrire des antibiotiques
lors d'une chirurgie d'assainissement simplement, en termes de réduction de profondeur poche et de gain d'attache clinique. Donc ça, c'était la première information sur les chirurgies d'assainissement. Maintenant, sur les chirurgies de régénération. Donc là, on s'est appuyé sur, bien sûr, les recommandations françaises, mais en plus, une revue assez récente de 2022 de littérature associée à une méta-analyse, qui là nous permet, donc je vais juste détailler un tout petit peu la façon dont ils ont sélectionné les études, c'est-à-dire qu'ils ont pris une population qui avait une parodontite, et donc ces parodontites, ils ont vraiment pris des études donc, qui avaient une population atteinte de parodontite avec des lésions qui étaient infraosseuses ou aussi des lésions interradiculaires. Et donc toutes ces personnes-là ont été traitées uniquement avec des chirurgies de régénération, et au niveau de la définition de la chirurgie de régénération, ils ont été extrêmement larges pour justement inclure le maximum d'études possibles, toujours en gardant en mémoire que ces patients ont été traités soit avec des antibiotiques systémiques, soit sans antibiotiques systémiques. Le résultat était, y a-t-il une différence en termes de réduction de profondeur de poche ou de gain d'attache clinique? Donc pour cela, ils ont étudié les articles publiés jusqu'en novembre 2020. Et à cette date-là, seulement 105 études ont été incluses dans cette étude revue systématique méta-analyse, qui sont des études cliniques randomisées, donc de haut niveau de preuve, avec de la même façon un délai assez court en fait, de suivi qui était à 12 mois. Donc on peut remarquer que 3 études françaises ont été sélectionnées dans cet article, qui date de 1993, 16 et 17. Voilà, donc en France, on peut encore étudier les antibiotiques. C'était juste une petite anecdote. Les résultats, donc maintenant, de cette méta-analyse et revue systématique ressemblent à ça, concernant les chirurgies de régénération. Alors, j'ai fait un petit résumé, évidemment, puisque pour les chirurgies de régénération, seules 3 études ont pu être incluses dans cette méta-analyse. Donc, concernant les résultats sur des chirurgies qui utilisaient seulement des dérivés de la matrice amélaire, eh bien, il n'y avait pas de bénéfice en termes de réduction de profondeur poche, de gain d'attache clinique ou de gain osseux dans les études qui ont été sélectionnées avec ou sans antibiotiques. Concernant maintenant les chirurgies de régénération, qui utilisaient les dérivés de la matrice amélaire associés à un matériau de comblement, eh bien, les résultats montraient aussi aucun bénéfice de réduction de profondeur de poche, de gain d'attache clinique ou de gain osseux. Concernant maintenant les chirurgies de régénération qui utilisaient un matériau de comblement associé à une membrane résorbable, à ce moment-là, il n'y avait pas non plus de bénéfice à utiliser des antibiotiques en termes de réduction de profondeur poche, de gain d'attache clinique ou de gain osseux. Alors, c'est une bonne information, mais maintenant, existe-t-il une différence entre la molécule utilisée? Donc, dans la même étude vraiment générale, 2 molécules ont été testées, l'amoxicilline et la tétracycline, et donc il y avait des résultats équivalents entre les 2 molécules utilisées et testées. Concernant maintenant la chirurgie plastique, eh bien, les études qui n'existent pas spécifiquement en fait sur le recouvrement radiculaire complet lié à l'association ou pas d'antibiotiques. Donc historiquement, en fait, les études sur la chirurgie plastique ont toutes utilisé en fait la prescription des antibiotiques, que ce soit en antibioprophylaxie parfois, associée aussi en post-opératoire. Donc là, de ce point de vue-là, les informations ont été largement discutées au niveau du consensus de Chicago de 2017, mais il n'y a pas aujourd'hui de recommandation pour prescrire des antibiotiques lors des chirurgies plastiques pour obtenir un résultat maximal de recouvrement radiculaire complet. Donc en conclusion vraiment générale, pour une population qui est générale, c'est-à-dire une population sans caractéristiques particulières, en bonne santé générale, la prescription d'antibiotiques en post-opératoire pour apporter un bénéfice supplémentaire en termes de réduction de profondeur de poche, de gain d'attache clinique ou de gain osseux n'est pas recommandée. Mais les antibiotiques peuvent-ils quand même réduire les complications post-opératoires? Alors les complications post-opératoires sont multiples en fait, elles peuvent être nombreuses. Ça va de l'exposition de la membrane, si on utilise une exposition de la membrane, à un œdème, des infections, des douleurs, des nécroses, des saignements.
Il est quand même assez difficile d'obtenir en fait des informations spécifiques sur la prévalence de ces complications post-opératoires, surtout en chirurgie parodontale, mais globalement, elles sont quand même assez rares. Cependant, cette rareté est probablement liée aussi à un fort biais en fait, de recueil des données, puisque dans la même revue systématique méta-analyse, donc avec ces 105 études qui ont été présentées, 69 ne présentaient aucune complication suite aux chirurgies parodontales de régénération. 8 proposaient en fait ce que nous on peut appeler des complications post-opératoires telles que des expositions de membranes, des inflammations, douleurs, œdème, saignement, mais en fait ils n'avaient pas vraiment catégorié cela en complications post-opératoires, donc forcément ça diminue d'autant plus la prévalence. Donc dans ce contexte-là, on peut quand même se poser la question de savoir si des antibiotiques en prophylaxie ou en post-opératoire vont réduire en fait les complications post-opératoires, et pour cela, eh bien, la réponse est lors d'une chirurgie parodontale d'assainissement et que lorsque vous avez une population qui est générale, il n'y a pas de bénéfice à donner une antibioprophylaxie avant la chirurgie parodontale d'assainissement. Pour les populations immunodéprimées, à ce moment-là, il faut quand même bien évaluer en amont en fait, le bénéfice en lui-même de la chirurgie d'assainissement, mais sinon l'antibioprophylaxie est indiquée, de même que pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, là, la chirurgie parodontale en général est contre-indiquée. Concernant maintenant les chirurgies de régénération, utilisant donc soit des dérivés de la matrice améllaire, soit des membranes ou des matériaux de comblement, à ce moment-là, l'antibioprophylaxie n'est pas recommandée pour la population générale et est recommandée pour la population immunodéprimée et bien sûr contre-indiquée pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Concernant maintenant la chirurgie plastique, donc tellement peu d'études existent que on ne peut pas recommander aujourd'hui de donner une antibioprophylaxie dans une population générale, et pour les immunodéprimés, il faut toujours imaginer le bénéfice d'une telle chirurgie par rapport au risque qu'on leur fait prendre. Voilà. Et pour les hauts risques d'endocardite infectieuse, l'antibioprophylaxie n'est pas un sujet puisque la chirurgie n'est pas indiquée pour ces personnes-là. Maintenant, les antibiotiques, on peut quand même les donner en post-opératoire. Donc, vont-ils diminuer les complications post-opératoires? Dans la population générale, eh bien non, donc ils ne sont pas recommandés en fait dans la population générale. Pour les immunodéprimés non plus, toujours dans l'idée en fait qu'en post-opératoire, soit la chirurgie n'est pas indiquée, soit à ce moment-là, les chirurgies d'assainissement ont peu en fait de suite de complications post-opératoires. Concernant les chirurgies de régénération utilisant des biomatériaux, à ce moment-là, pour la population générale, la prescription post-opératoire n'est pas recommandée. Pour les populations immunodéprimées, elle est recommandée toujours en évaluant le bénéfice d'une telle chirurgie. Les populations qui ont des hauts risques d'endocardite infectieuse, la chirurgie n'est pas indiquée. Concernant la chirurgie plastique avec greffon, pour la population générale, il n'y a pas de recommandation non plus de prescription post-opératoire pour prévenir en fait, les complications post-opératoires. Et pour les populations immunodéprimées, on peut recommander en fait, de proposer des antibiotiques en post-opératoire, toujours en évaluant le bénéfice d'une telle chirurgie. Maintenant, les antibiotiques, donc, sont-ils indiqués dans d'autres situations, notamment celle des urgences parodontales? Donc, on va se focaliser aujourd'hui sur deux urgences principalement, que sont l'abcès et les maladies parodontales nécrosantes. Alors, concernant l'abcès, donc, on fait une distinction puisque cliniquement, en fait, un abcès, c'est une inflammation qui va être purulente, aiguë, localisée, mais dont les causes en fait peuvent être multiples. Donc le diagnostic différentiel au niveau de l'abcès doit quand même être établi afin d'adapter la prise en charge, parce que nous pouvons avoir un abcès à expression parodontale, mais dont les causes en fait peuvent être une fracture radiculaire par exemple, ou une cause endodontique, et nous pouvons aussi avoir un abcès parodontal qui sera lui une manifestation en fait d'une maladie parodontale classique en phase aiguë. Donc pour cela, nous pouvons déjà vous proposer un petit quiz. Donc le quiz, le voici, il va sans doute arriver sur vos écrans, mais je peux aussi vous le montrer pour que vous commenciez à réfléchir. Alors évidemment,
c'est extrêmement sommaire en fait comme élément. Je ne vous donne pas beaucoup d'éléments, mais dans cette situation d'urgence où on voit un abcès au niveau de cette molaire maxillaire, bon, que feriez-vous? Alors il y a plein de propositions qui sont sans doute non exhaustives. Vous avez plusieurs choix possibles en fait. Bien entendu, il n'y a pas qu'une seule solution. Voilà, mais bon, sachez que le patient est en bonne santé, qu'il n'est pas fumeur et qu'il n'a pas d'allergie en général. Voilà, donc si vous pouvez voter, c'est bien. Et puis je déroule la présentation de façon à ce que vous compreniez un tout petit peu plus là où nous voulons en venir, puisque nous allons traiter l'abcès parodontal pur, qui lui est un signe infectieux aigu des maladies parodontales. Donc dans cette situation clinique qu'on voit là au niveau de cette photo, il ne va pas y avoir de drainage. Ça y est, on a les résultats. Donc beaucoup d'examens cliniques et sondages radiologiques pour établir un diagnostic, première étape, et puis drainage local non chirurgical. C'est tout ce que j'ai vu. Donc c'est plutôt super, bien. En sachant que de poser un diagnostic va vous permettre d'orienter votre traitement. Voilà, donc bravo pour l'histoire. Peut-être je reverrai après les pourcentages, mais là j'ai vu rapidement ça. Donc concernant l'abcès parodontal pur, donc vraiment il y a un diagnostic à faire en différentiel. Et là, tel qu'on le voit sur la photo, donc il ne va pas y avoir de drainage en fait au niveau superficiel. Donc on va avoir une collection suppurée qui va se former, un œdème gingival qui va être localisé. Et puis, il faut quand même imaginer qu'en abcès parodontal, on va avoir très rarement des signes périphériques tels que des adénopathies ou de la fièvre. Donc ça aussi, ça peut nous aider dans notre diagnostic différentiel. Et puis, le sondage parodontal aussi profond est quand même souvent associé à un abcès parodontal pur, comme manifestation de la maladie parodontale, avec une destruction rapide aussi des tissus de soutien de la dent. Donc au niveau bactériologique, en fait, l'abcès parodontal en tant que tel va avoir en fait une charge bactérienne élevée, mais va avoir aussi une charge bactérienne identique aux parodontites, donc avec des parodontes pathogènes très classiques. Et donc le traitement d'urgence d'un abcès parodontal pur va consister à effectivement réaliser un débridement en utilisant des instruments mécaniques, ultrasons ou curette parodontale, et puis de réaliser en fait une désinfection qui va être locale par irrigation avec des antiseptiques locaux tels que la polyvidyone iodée à 10%, de soulager aussi la douleur par une prescription donc dentalgique, mais aussi de contrôler la diminution des signes cliniques à 24-48 heures, parce qu'effectivement c'est très spécifique en fait de l'abcès parodontal, et ça va vraiment poser un diagnostic différentiel entre cet abcès-là et d'autres manifestations cliniques qui peuvent être un petit peu plus diffuses. Donc le suivi à 7 jours du patient va nous permettre de mettre en place une thérapeutique qui sera cette fois-ci étiologique de la maladie parodontale. Et concernant la prescription d'antibiotiques, aujourd'hui il n'est pas recommandé spécifiquement pour l'abcès parodontal de prescrire en fait pour la population générale des antibiotiques. Pour les populations des immunodéprimés, il est recommandé de prescrire, et pour les patients à haut risque d'endocardite aussi. Les molécules qui vont être recommandées sont très classiques et vous les connaissez. Il n'est pas question de rentrer dans le détail, mais toutes ces informations sont listées en fait dans les recommandations de l'AFSAPS, et vous les aurez à la fin de la présentation. Concernant maintenant les maladies parodontales qui sont nécrosantes, qui sont aussi une urgence en fait en parodontologie, ce sont la gingivite et la parodontite ulcéronécrotique, et cliniquement, assez caractéristique, il existe une décapitation des papilles avec un enduit en fait pseudo-membraneux. Donc cette pathologie qui va être très agressive et très douloureuse va avoir une flore bactérienne très spécifique, un microbiote spécifique qui est listé ici. Et donc le traitement en fait d'urgence de ces maladies parodontales nécrosantes va être un débridement aussi mécanique du biofilm avec des irrigations à la polyvidyone iodée, mais comme c'est extrêmement douloureux, il est quand même recommandé de voir en fait le patient tous les 2-3 jours pour compléter en fait le traitement mécanique jusqu'à la disparition complète en fait des symptômes. Mais ce traitement peut quand même parfois être fait aussi vraiment de façon superficielle, et vraiment aussi d'instruire en fait notre patient sur des nouvelles méthodes d'hygiène orale. Les antalgiques vont être prescrits, puisqu'en fait c'est quand même très douloureux, donc en fonction de la douleur, des paliers de niveau 1 ou de paliers de niveau 2.
Et puis concernant la prescription des antibiotiques lors des maladies parodontales nécrosantes, eh bien pour 7 jours, il est recommandé pour la population générale de prescrire des antibiotiques, pour la population des immunodéprimés aussi, et pour la population à haut risque d'endocardite infectieuse aussi. La molécule de choix, il n'y en a qu'une seule, c'est le métronidazole. Donc voilà, avec cette posologie-là durant 7 jours. Et bien maintenant, en conclusion, pour essayer de résumer un petit peu tout ça, donc au niveau de la population générale, finalement, les bénéfices cliniques de la prescription des antibiotiques pour les chirurgies parodontales ne sont pas recommandés. Donc on ne prescrit pas d'antibiotiques pour la population générale. Pour la population des immunodéprimés, évidemment là c'est un tout petit peu plus à modérer, mais enfin il n'est pas recommandé officiellement. Pour les hauts risques d'endocardite infectieuse, les chirurgies sont contre-indiquées. Ensuite, en termes de réduction des complications post-opératoires, aujourd'hui on ne peut pas, pour la population générale, prescrire des antibiotiques sur cette justification-là, sauf pour la population des immunodéprimés. Et puis pour l'abcès parodontal, c'est la même chose. En fait, le traitement est vraiment local, sans antibiotiques dans un premier temps. Mais pour les populations immunodéprimées, à ce moment-là, oui, on peut prescrire des antibiotiques. Et pour les populations au risque d'endocardite infectieuse aussi. Et pour les maladies parodontales nécrosantes, là, tout le monde peut recevoir, bénéficier des antibiotiques pour stopper cette maladie. Donc à la fois la population générale, la population des immunodéprimés et les populations à haut risque d'endocardite infectieuse. Donc en conclusion, bien entendu, les antibiotiques sont extrêmement utiles, mais ils sont vraiment à prescrire avec discernement. Et puis ce QR code en fait vous permet d'avoir l'intégralité en fait des références, parce que vous avez le manuscrit en fait de l'AFSAPS qui est assez dense, mais que vous pouvez, dont vous pouvez avoir en fait que vous pouvez utiliser comme, pas le livre de chevet, mais enfin au cabinet, l'avoir, avoir un tout petit référencé en cas de doute. Et puis vous avez aussi dedans la revue systématique et la méta-analyse qui sont assez exhaustives aussi, un gros travail qui a été réalisé, mais il y a aussi d'autres articles qui sont dans ce QR code. Voilà, en tout cas, j'attends vos questions et je vous remercie, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Mehdi, c'est à vous. Un grand merci au docteur Agossa, au docteur Dardot pour ces deux présentations d'une clarté limpide, et j'espère que derrière vos écrans, elles vous ont vraiment éclairé. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions, donc avant de passer justement à la session de questions-réponses, je vais juste prendre quelques instants pour simplement vous présenter en quelques diapos. Hop, ça veut bien s'afficher. Notre gamme Meridol que vous connaissez bien, mais surtout un nouveau bain de bouche Meridol. Un nouveau bain de bouche Meridol, la technologie actuelle à base de fluorodamine et de fluorodétain avait été lancée en 1986, donc il y a pratiquement 30 ans, et en mai 2022, on va lancer un tout nouveau bain de bouche Meridol, le fruit du travail de nos services de recherche et de développement, le fruit aussi d'investissements très conséquents sur plusieurs décennies, donc une nouvelle technologie à base de fluorodamine et de lactate de zinc. Pour vous, évidemment, le cahier des charges reste le même. Il s'agit de pouvoir proposer à vos patients des produits antibactériens efficaces et de pouvoir soutenir leur motivation et leur observance au quotidien pour la réussite du traitement que vous avez entrepris auprès d'eux. Alors, ce nouveau bain de bouche Meridol, c'est du fluorodamine qui a la capacité justement à créer une perméabilisation des membranes bactériennes de manière très rapide, ce qui a été observé in vitro, associé à du lactate de zinc, donc du zinc, qui est un antibactérien, qui a un pouvoir de perturber profondément le métabolisme bactérien et aussi de limiter le relargage des toxines bactériennes. C'est vraiment l'association unique de ces deux principes actifs qui est présente dans ce nouveau bain de bouche Meridol, avec des résultats in vitro tout d'abord, où on voit très concrètement une diminution de la biomasse bactérienne, une diminution également de l'activité de l'ATP, donc de la production d'énergie de la bactérie. On voit qu'on perturbe profondément cette production d'énergie. Et là aussi, dans une expérience in vitro, on voit bien, avec le bain de bouche Meridol, une diminution très nette de la viabilité des bactéries. Et également sur 12 heures, donc avec une
rémanence de 12 heures une capacité à contrôler la recroissance bactérienne. Donc 12 heures, c'est-à-dire le laps de temps entre deux brossages où on a cette capacité à empêcher la recroissance bactérienne. Dernière étude in vitro extrêmement intéressante également, c'est justement sur les toxines bactériennes, notamment les lipopolysaccharides de Porphyromonas gingivalis, qui sont impliqués dans le processus inflammatoire, donc dans l'inflammation gingivale. Eh bien, on voit qu'avec ce nouveau bain de bouche péridol, on arrive à réduire significativement la production de ces toxines bactériennes. Alors bien sûr, ces résultats in vitro ne seraient rien sans une étude clinique pour les corroborer. Donc l'étude clinique a été lancée et on voit dans cette étude clinique, dès 3 mois, et à 6 mois de manière très significative, une réduction de la plaque bactérienne, une réduction de l'indice gingival, une réduction également du saignement. Et puis, si on prend chaque patient, on voit que plus de 8 sites gingivaux sur 10 sont redevenus sains ou ne présentaient pas de saignement à l'issue de l'étude. Et puis, également, que 9 patients sur 10 présentaient plus de 50% d'amélioration de leur santé gingivale. C'est dire si ce nouveau bain de bouche Méridol va pouvoir accompagner vos patients pour leur permettre de maintenir leur santé parodontale, bien sûr en complément des traitements que vous allez entreprendre auprès d'eux. Voilà, j'en ai terminé. On va passer maintenant à la session de questions-réponses avec, je l'ai dit, énormément de questions. Donc, on va les prendre au fur et à mesure. Je tiens à préciser d'ores et déjà que si on ne peut pas traiter toutes les questions, étant donné le volume de questions qu'il y a, toutes les questions seront traitées par écrit par les conférenciers de ce soir. Je m'engage bien sûr à vous répondre et donc ne vous inquiétez pas si vos questions n'étaient pas traitées en direct. Alors, je vais commencer. Beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'on traite la parodontite chronique avec des antibiotiques? Première question. Alors, Qui peut répondre? je vais peut-être Avec ça. répondre. Oui. Évidemment que non. Évidemment que non. Le traitement parodontal va être un traitement, on va dire, plurimodal, avec évidemment des actions de modification du comportement des patients et des approches locales de débridement qui sont le cœur, qui sont le fondement même du traitement parodontal. Les antibiotiques dans le traitement parodontal ne peuvent avoir qu'un rôle d'adjuvant, donc de complément à l'instrumentation mécanique et en aucun cas de traitement de la parodontite en elle-même, qu'elle soit chronique ou pas, même si on ne parle plus forcément de cette notion de chronicité. Quel que soit le type de parodontite, les antibiotiques viennent en complément du traitement de l'instrumentation mécanique et comme un seul. Merci pour cette réponse extrêmement claire. Alors, une autre question. Dans la plupart de vos cas, les patients présentent des stades 4 du fait d'un trouble occlusal et un besoin en réhabilitation complexe ODF. Ne pensez-vous pas que l'effet des antibiotiques à long terme est masqué par une réhabilitation ODF? Auquel cas, les antibiotiques permettraient-ils la mise en place du traitement ODF? Alors, les préconisations, alors s'il s'agit du cas des adolescents que je présentais, les préconisations, enfin les cas cliniques avaient pour but d'illustrer un certain nombre de situations, mais les préconisations ne se basent pas évidemment sur ces seuls cas cliniques, mais se basent surtout sur les résultats d'études comparatives qui vont inclure un très grand nombre de patients différents, qui ne sont pas que des patients jeunes ou que des patients avec des traitements orthodontiques. Et ce sont ces études, avant tout, qui montrent le bénéfice supplémentaire des antibiotiques et non pas le seul ou les seuls cas cliniques qui ont été montrés. Par ailleurs, je ne pense pas que le traitement orthodontique masque en soi l'effet des antibiotiques, puisque le traitement parodontal est mené avant et que c'est seulement une fois que le traitement parodontal est réalisé avec succès que le traitement orthodontique peut commencer. Très bien. Alors, sur combien de temps prescrivez-vous généralement les antibiotiques? Question sur la posologie et la durée. Je ne sais pas s'il s'agit pour le traitement non chirurgical. Si c'est le cas, je veux bien répondre. Pour le traitement ça n'a pas été précisé. Ça n'a pas été précisé. Alors, pour le traitement non chirurgical, il y a effectivement des variations de posologie selon les pays. Et donc, dans la littérature, on retrouve cette même hétérogénéité. Des prescriptions qui peuvent aussi, selon les molécules, aller de 3, 5, 7, 15 jours.
synthèse de littérature a été faite assez récemment, en 2019, qui comparait notamment les prescriptions à 7 jours par rapport aux prescriptions à 15 jours et qui n'a pas montré de différence. À partir du moment où il n'y en a pas de différence en termes de bénéfices entre une prescription à 7 jours et une prescription à 15 jours, il faut recommander la prescription la plus courte, donc à 7 jours. Très clair, très clair. Encore une question sur beaucoup de praticiens prescrivent des antibiotiques en cas d'abcès parodontal aigu. Quelles sont les recommandations dans cette situation d'abcès parodontal aigu? Vous voulez que je réponde? Peut-être c'était avant la présentation ou... Alors, l'abcès Oui, parodontal aigu, oui. vraiment à distinguer entre l'abcès parodontal à expression parodontale et l'abcès parodontal comme manifestation en fait des maladies parodontales. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc notamment le quiz en fait enfin les praticiens ont très bien répondu à ça. Et donc la question c'était quel est le traitement ou pourquoi prescrire, etc. Donc en fait aujourd'hui en population générale il n'y a pas de recommandation de prescription d'antibiotiques concernant l'abcès parodontal comme manifestation aiguë d'une maladie parodontale. Pour les patients immunodéprimés, oui, et pour les patients au risque d'endocardite infectieuse aussi. Et les molécules sont les suivantes. Ça, c'est assez classique en fait comme molécule. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Ben, écoutez, a priori oui, si la personne qui a posé la question a besoin de compléments d'information, elle peut réécrire bien sûr sur la boîte de dialogue. On va prendre notre question. Alors, quelle antibiothérapie, si le retour du test microbiologique indique une monoinfection à Actinobacillus actinomycetum comitans, est-ce de la doxycycline ou du métronidazole? Tous les autres cas de figure, Actinobacillus plus autres parodontopathogènes au-delà du seuil de pathogénicité doivent-ils tous être traités par amoxicilline plus métronidazole? Alors, je n'ai pas eu le temps d'aborder cette question de la pertinence des tests antimicrobiens comme guide, comme aide à la décision au moment de la prescription. Là aussi, ce sont des choses auxquelles on peut répondre avec l'appui d'un certain nombre d'études, puisqu'il y a eu, là encore récemment, c'est un sujet finalement assez actuel que ces antibiotiques, une analyse de la littérature qui comparait les situations dans lesquelles les antibiotiques ont été prescrits après réalisation d'un test microbien ou des situations dans lesquelles les antibiotiques ont été prescrits de façon, on va dire, empirique, sans test microbien. Et que les antibiotiques soient prescrits de façon empirique ou de façon, je dirais, guidée, il n'y a pas de différence. Il n'y a donc pas de justification scientifique ni clinique à aller rechercher un type de bactéries particulier pour guider sa prescription, d'autant plus que les bactéries que l'on trouve sont celles que l'on cherche. Il se peut qu'il y en ait un certain nombre d'autres qu'on n'ait pas détectées. Maintenant, en ce qui concerne Agrégacibacter actinomycetum comitans, la combinaison amoxicilline-métronidazole a justement cette vertu qui est d'avoir un spectre suffisamment large pour intégrer Agrégacibacter actinomycetum comitans. C'est pour cela d'ailleurs que l'amoxicilline a été rajoutée au métronidazole parce que cette bactérie est relativement peu sensible au métronidazole qui est avec un spectre assez adapté aux anaérobies mais pas à cette bactérie Agrégacibacter. On peut également proposer de la doxycycline, ce sont dans les recommandations, mais il faut savoir que cette prescription qui est recommandée pour les parodontites dites juvéniles et localisées, cet antibiotique est assez susceptible de générer des résistances. Et on observe un grand nombre de résistances en France, notamment liées à l'utilisation de tétracycline, de minocycline, etc. Donc, dans cette situation, la prescription de référence, encore une fois, y compris si le test est positif à Agrégacibacter actinomycetum comitans, même si, encore une fois, un test microbien n'est pas indispensable, restera amoxicilline métronidazole. Merci pour votre réponse extrêmement claire sur la conduite à tenir. Une autre question, en cas d'allergie à l'amoxicilline, que préconisez-vous? Du métronidazole seul ou associé à l'azithromycine ou à la clindamycine? Pour le traitement non chirurgical, les recommandations AFSAP sont claires, ce sera métronidazole seul. Okay, très, très clair. Alors, le recours à des tests microbiologiques, ça, vous l'avez déjà traité. En cas de poche supérieure à 4 mm à la réévaluation, considérez-vous celle-ci comme poche réfractaire et réalisez-vous donc le recours à un test microbiologique, antibiogramme et antibiothérapie ciblée pour la réinstrumentation.
Alors, la question est assez large parce que la question de la conduite à tenir face à une poche résiduelle après le traitement non chirurgical dépasse le simple cadre de la prescription antibiotique ou pas. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'il y a des poches persistantes au moment de la réévaluation, il faut tout d'abord mener un diagnostic étiologique, se poser la question de pourquoi ces poches répondent. Pourquoi ces poches persistent. Si le traitement est insuffisant parce que, par exemple, le patient a un contrôle de plaque insuffisant ou que le traitement n'a pas été suffisamment bien mené, ou que le patient est fumeur, etc., c'est déjà à cela qu'il faut s'atteler. Et pour ce qui concerne la pertinence des tests microbiens sur des poches profondes, je vais y répondre. Les différentes indications, recommandations de sociétés scientifiques, que ce soit françaises ou européennes, vont dans le même sens. Nous n'avons pas de preuve qu'il y a un bénéfice clair en termes d'indications thérapeutiques à nous appuyer sur les résultats de tests cliniques. Alors, il est déjà 21 heures passées. On va prendre une toute dernière question. Quelles sont les indications pour l'antibiothérapie flash? Il ne semble pas que vous avez évoqué l'antibiothérapie flash. Et il y avait une question sur les indications pour ce type d'antibiothérapie. J'imagine que c'est dans le cadre chirurgical, parce que flash en cas de non chirurgical, je ne vois pas. Donc flash, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire avant la chirurgie, voilà, ou sur une courte durée en fait, avec un dosage plus élevé. Là, au niveau des recommandations françaises, en fait, en l'occurrence, il n'y a pas de recommandation particulière sur ce genre d'antibiothérapie. Voilà, donc on va dire tout est possible, mais en tout cas, il n'y a pas de recommandation française aujourd'hui. Kevimi, si tu as à compléter. Oui, à part le cas précis de l'antibioprophylaxie, Oui, je ne sais pas si c'est à cela ça que c'est fait autre chose en référence. fait. Oui. Je ne sais pas si c'est à cela que fait référence, mais si ce n'est pas le cas, on n'a pas d'autres recommandations sur lesquelles Pour s'appuyer. l'antibioprophylaxie, on a des réponses. Ça c'est sûr. Enfin, on a des réponses. Disons qu'on a des recommandations. Voilà. Voilà, c'était pour répondre à la question. Bon, très bien. Il y a encore énormément de questions, mais il est 21 heures passées. Je veux rassurer toutes les personnes derrière leur écran. Toutes les questions seront traitées ultérieurement par écrit par nos conférenciers, que je tiens à nouveau à remercier extrêmement chaleureusement pour leur présentation. Merci à vous toutes et tous derrière votre écran d'avoir assisté à ce webinaire. Sachez que le replay du webinaire sera disponible d'ici à 48-72 heures et que vous aurez, en même temps que le lien vers ce replay, un questionnaire de satisfaction. Surtout, n'hésitez surtout pas à le compléter pour nous aider à vous proposer des sujets, des thématiques qui répondent le plus parfaitement possible à vos besoins. Voilà, on vous souhaite et je vous souhaite à nouveau une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt. Merci à nouveau. Merci Mehdi. Passez une très très bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.